OK, bienvenue. C'est quoi la loi de Biot-Savart? Bon, je vais l'inscrire. C'est une expression mathématique qui commence par dB. Ça, c'est une influence magnétique qui est égale à quoi? Qui est égale à une certaine constante, mu0. Ça, c'est la perméabilité du vide, divisé par 4pi. Donc, ça, là, quand on fait mu0 divisé par 4pi, ça donne quoi comme chiffre? Ça donne 1 fois 10 à la moins 7 environ. Okay? Donc, c'est une constante expérimentale. Okay? Les unités sont arrangées avec le gars des vues. Ça donne des newtons par ampère carré. J'y reviendrai là. Maintenant, un des premiers facteurs, c'est le courant. Un deuxième facteur, c'est la longueur d'un petit élément de circuit. Et un autre facteur, c'est le sinus d'un angle entre, le DL qui est la direction du courant dans l'élément de circuit, et une autre direction, l'angle entre deux directions, la direction R qui est, on verra tout à l'heure, est divisé par la grandeur du rayon d'action. Ça, c'est la formule. Donc, il y a plusieurs paramètres. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 paramètres. Donc, on peut faire varier l'influence magnétique avec 4 paramètres. Bon, sachez que pour influencer magnétiquement l'environnement, eh bien, ça prend un courant, ça prend un mouvement de charge. Les champs magnétiques sont créés par des mouvements de charge, on le sait ça. Donc, je vais mettre en mouvement des charges à l'intérieur d'un circuit. J'ai une pile, j'ai un fil, et là, je vais envoyer du courant dans le fil. Mon fil, j'ai pris des fils qui étaient verticaux et horizontaux. Je les ai placés A, B, C, D pour identifier là, chaque segment de fil. Puis, j'installe dans chacun des segments de fil un sens de courant que vous voyez à l'instant là. Donc, j'ai un courant, un vrai courant. Et là, je vais prendre seulement une partie du fil, la partie verte que vous voyez. Ça, cette partie-là, ça va être DL. C'est un tout petit fil parcouru par un courant. Ça deviendra la source du champ magnétique dB. Et oui, autour de ce DL-là, okay, si on pouvait le considérer uniquement juste ce petit DL-là parcouru par un courant, eh bien, il y aurait autour de lui un champ magnétique qui serait produit par le fait d'avoir un petit fil parcouru par un courant. Donc, cet élément de circuit, ce petit bout de fil parcouru par un courant, évidemment, en réalité, cette situation-là n'existe pas. C'est impossible d'avoir seulement un petit bout de fil parcouru par un courant tout seul dans l'univers qui va générer autour de lui un champ magnétique. Ça prend un circuit au complet, un fil au complet. Mais on va accepter pour l'instant qu'un petit bout de fil parcouru par un courant puisse être considéré comme une source de champ magnétique autour de lui. Donc, autour de mon petit bout de fil, j'installe des points à l'étude. Je vais étudier l'influence magnétique à chacun de ces points-là par rapport à la source de champ magnétique qui est le petit bout de fil parcouru par un courant. Un des premiers paramètres de la loi de Biot-Savart, c'est le courant en tant que tel. Si le courant dans l'élément de fil est fort, il va y avoir une forte influence. Donc, l'influence autour du fil, autour du petit bout de fil-là, va être directement proportionnelle à l'intensité du courant qui est dans le petit bout de fil. OK, j'arrête pas de le répéter, mais je le répète une dernière fois. L'influence électrique est directement proportionnelle au courant. C'est ce que je voulais dire. Le deuxième paramètre de la loi de Biot-Savart, c'est la longueur de l'élément de fil. Oui, plus DL sera grand et long, plus le champ magnétique autour de lui sera grand. Donc, l'influence magnétique d'un petit élément de circuit
de longueur DL va être directement proportionnel à cette longueur-là, donc à la longueur DL. Fait que je me répète une dernière fois, l'influence magnétique est directement proportionnelle à la longueur du petit segment parcouru par un courant. Un troisième élément important dans la loi de Biot-Savart, c'est la distance entre l'élément de courant et le point à l'étude. Ça s'appelle R, cette distance-là. Ça part de la source de champ magnétique, qui est le petit bout de fil parcouru par un courant, et ça se termine à un point qu'on étudie, l'influence électrique. Donc ici, j'ai un point qui est plus loin, donc le R part de la source et s'en va jusqu'au point. Je viens de marquer que cette influence magnétique-là est inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc, 1 sur R2. Inversement proportionnel au carré de la distance, ça veut dire quoi ça? Bien, ça veut dire que si tu t'éloignes avec une distance 2 fois plus grande, bien, tu vas avoir 4 fois moins d'influence magnétique. Si tu t'éloignes 3 fois plus loin, tu vas avoir 9 fois moins d'influence magnétique. Et si tu t'en vas, par exemple, 5 fois plus loin, tu vas avoir une influence magnétique qui va être 25 fois plus petite. Donc, ce n'est pas seulement inversement proportionnel à la distance, c'est inversement proportionnel au carré de la distance. Donc, on perd beaucoup d'influence magnétique lorsqu'on se déplace dans l'espace, lorsqu'on s'éloigne dans l'espace de la source de champ magnétique, qui est le petit bout de fil parcouru par un courant. Voilà pourquoi, dans la loi de Biot-Savart, on retrouve R au carré au dénominateur. Bon, le dernier paramètre de la loi de Biot-Savart, c'est le sinus d'un angle. Cet angle-là, il est spécial, il faut le comprendre comme il faut. D'abord, pour le comprendre, on va redessiner le bout de fil parcouru par un courant. Donc, je l'ai effacé. Je vais le redessiner à l'instant, mais plus grand, plus gros. Okay. Fait que je l'ai parti. Voici mon élément de fil avec son courant. Je vais prendre le courant puis je vais indiquer le sens du courant. Donc, ce vecteur-là, ça s'appelle le vecteur DL. C'est la direction du courant dans le petit morceau de fil. Bon, voilà. Le deuxième vecteur, parce que là, j'ai un vecteur DL, maintenant je vais trouver un angle entre ce vecteur-là et le vecteur R. Là, j'installe des flèches ici. Si vous regardez bien là, dans le dessin, j'installe des flèches en direction qui partent de la source de champ magnétique, le DL, et qui s'en vont au point. Donc, je suis en train de regarder un rayon ici, j'ai un autre rayon ici. Vous voyez le bout des flèches là. Je suis en train de faire des flèches et j'indique le vecteur du rayon qui part de la source du champ magnétique vers le point à l'étude. Maintenant, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer des angles qui partent de mon vecteur DL. Okay, les angles, là, c'est du vecteur DL, je le marque en indice ici, DL, qui s'en va jusqu'au vecteur R. Donc, je vais toujours partir du DL pour m'en aller vers le vecteur R. Donc, regardez bien ici, je vais faire un exemple. Je pars de DL, je m'en vais au premier vecteur R qui est en bas, et je trouve que ça, c'est un angle qui est équivalent à peu près 45 degrés. Là. Je vais l'inscrire. Bon, pour un autre point, je pars du DL, donc je pars du vecteur, et je m'en vais jusqu'à l'autre vecteur. Puis là, je trouve que cet angle-là, maintenant, est 90. Ah, 90, c'est spécial parce que sinus de 90, c'est 1. Donc, c'est à ce point-là que le champ magnétique est maximal. L'élément DL va donner le plus grand champ lorsque tu as un angle de 90 degrés. Là, ici, l'autre point, c'est un angle de 135 degrés. Bon, sinus de 135, ça donne quelque chose de un peu moins fort que le sinus de 90 degrés. Puis le dernier,
Bien, pas le dernier, mais là, je vais tasser mon DL, je vais le mettre en bas. Puis, je vais partir un angle à partir du DL jusqu'en haut. Voilà, le point d'en haut. Ça, c'est 180 degrés. Sinus de 180 degrés, ça donne 0. Donc ici, le champ va être nul. Et le champ va être nul à ce point-là, puisque sinus de 180 degrés, ça donne 0. Je vais aller de l'autre côté. Bon, pour aller de l'autre côté, go, on va partir de DL, puis on va aller de l'autre côté. Donc ici, ça me donne un angle de 45 degrés? Non. 45 degrés, c'est de l'autre côté. Ici, c'est moins 45 degrés. Ce n'est pas le même angle, là. 45 degrés, c'est pas d'un bord puis de l'autre. D'un bord, c'est 45 degrés. De l'autre bord, c'est moins 45 degrés. Je vous rappelle ici qu'un cercle trigonométrique et les fonctions trigonométriques, ça fonctionne avec le cercle trigonométrique que je vais dessiner en ce moment. Là, voici mon cercle. Bon, il n'est pas tellement droit, mais on va le corriger. Voilà. Puis, on va mettre l'axe des X. Voilà, l'axe des Y. Puis là, on va faire un angle. Là. Bon, ici, sur cette trigonométrique. C'est quel angle, ça? Bien, je vais partir de l'axe des X, puis je vais monter vers l'axe des Y, puis je vais m'arrêter à l'angle que je veux bien avoir. Ça, c'est un angle positif. Maintenant, si j'avais été plus bas dans le cercle trigonométrique, j'aurais eu un angle négatif. Ce n'est pas le même angle, c'est un angle négatif. Fait que je vous rappelle, la convention des signes des angles, c'est toujours la convention du cercle trigonométrique. Dans le sens anti-horaire, comme celui que je dessine, ça, c'est un angle positif. Tout angle qui tourne dans ce sens-là, qui part d'un endroit qui s'en va être positif. De l'autre côté, c'est un angle qui va être négatif. Si on part d'un angle, d'une direction, puis on s'en va dans une autre direction, on va trouver un angle négatif si on roule dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme celui-ci. Ça ici, ça roule dans les sens des aiguilles d'une montre. C'est vraiment un angle qui devrait être négatif parce qu'on est parti d'une direction qui était vers le bas, puis on a remonté vers le haut. Et ici, je pars du bas, je remonte vers le haut, c'est encore un angle négatif parce que j'ai fait comme le sens des aiguilles d'une montre, et c'est moins 90. Et ça, bon, oui, c'est le sens négatif. Là, si je recommence encore, je pars du bas, puis je m'en vais vers le haut. Donc, je pars du bas. Mon dos, quand est-ce que j'y vais là? OK. Je m'en vais vers le haut. Ça aussi, c'est encore un angle qui est négatif. Et ça va être moins 135 ici. Donc, vous comprenez là que les angles peuvent être négatifs. Et si on a des angles qui peuvent être négatifs, ça veut dire que le sinus peut être négatif. Oh! OK, un sinus négatif, un sinus positif. Faisons juste une courbe là, pour se rappeler c'est quoi un sinus. Un sinus, ça ressemble à ceci. Là. Je vais faire un axe. Voilà, mon axe des Y. C'est mon sinus. Puis mon axe ici des phases, ça va être, mon axe des X, là, mais voici mon sinus. Une bosse vers le haut, une bosse en bas. Puis là, je vais le faire aussi au niveau des négatifs. Donc, une bosse vers le bas, puis une bosse vers le haut. Bon, c'est bon. Ça, c'est un sinus. Donc, on a le sinus, θ, puis en abscisse, on a θ. Donc, le maximum est observé là, à 90 degrés. On a la valeur du sinus est maximum à 90 degrés. Puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, elle est 0 à 0, puis elle est 0 à 180 degrés aussi, et ainsi de suite. Là. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir signifier, ça? Un nombre négatif comme influence magnétique. Fait que dB peut être négatif. Quand il est négatif, ça veut dire quoi? Puis quand ce qui est positif, ça veut dire quoi? Bon, quand il est nul, on le sait, il n'y a pas d'influence électrique. Quand il est maximum, c'est bien, il y a une grande influence électrique. Maintenant, quand il est négatif, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'il n'est pas dans le même sens. C'est une question de sens. Le sinus qui est là dans la loi de Biot-Savart, eh bien, ça nous donne du sens. Quand c'est positif, ça veut dire que le sens, il est, je le marque ici, il est sortant.
Autrement dit, le champ magnétique, il sort du plan. Quand il est négatif, ça veut dire que le sens du champ va être entrant. Donc, un signe négatif, ça n'a rien à voir avec la quantité, l'intensité du champ, ça a à voir avec le sens du champ. Donc là, je l'écris ici. Lorsque l'angle est 90 degrés, le champ est sortant. Okay? Lorsque l'angle est moins 90 degrés, ou un angle négatif, ben, le champ, il est entrant. Nice! Okay. Donc, on a une expression qui nous donne aussi le sens du champ magnétique. Nice!